Qu'est-ce que la chevalerie et que signifie être chevalier? On retrouve cette thématique centrale de la série tout au long de cet épisode, et bien plus encore. Attention, je vous rappelle que cette vidéo s'adresse à celles et ceux parmi vous qui ont vu l'épisode 3, sachant que les spoilers portant sur les livres sont restreints à une portion située en fin de vidéo. Par ailleurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, je vous fais cette vidéo en voix off car j'ai eu des contraintes personnelles qui m'ont emmené loin de chez moi, mais j'ai voulu absolument couvrir cet épisode le plus vite possible pour vous. Pas de véritable chevalier sans écuyer, et qu'on se le dise, la tâche d'écuyer est loin d'être facile et même souvent ingrate. L'œuf a conscience de tout cela, et même s'il soupire, il va se lever aux aurores pour se préparer à être un bon écuyer. Un soupir qui s'explique sans doute par l'heure matinale et une certaine flemme, mais surtout par la pression qu'il ressent encore après s'être imaginé sur le terrain à la place des écuyers qu'il a vus à l'œuvre la veille. Voir l'œuf avancer seul dans la forêt en guidant Tonnerre a quelque chose qui relève de l'imagerie du conte de fées. La lumière, la musique et l'ambiance, tout nous pousse à franchir le seuil de la féerie ou pas loin, ce que vient renforcer le dialogue entre l'enfant et le destrier. Un moment suspendu qui va se teinter de l'humour pipi-caca de la série, mais de manière bien passagère et pardonnable, quand Tonnerre répond aux premières injonctions de l'œuf en lâchant sa dose de crottin. Je me demande d'ailleurs s'il y a eu un coordinateur d'intimité qui est intervenu, parce que quand même faire ses besoins devant la caméra, c'est pas forcément une chose aisée, il faut savoir se laisser aller. L'œuf est intelligent et on nous le montre ici plutôt que de nous le dire. Il est non seulement intelligent, mais il a aussi la détermination nécessaire pour mettre en pratique ce qu'il a compris, à savoir l'impérieuse nécessité de réhabituer Tonnerre au galop et à répondre à ses directives, à sa voix en particulier, avant de se trouver en plein tournoi. L'œuf teste aussi sa capacité à brandir efficacement lance et épée afin que Dunk puisse rapidement les saisir dans le feu de l'action. Ce serait mieux de s'entraîner directement avec Dunk, mais c'est déjà ça, et il sait que son chevalier doit être en forme et donc bien dormir. D'ici à ce que l'œuf nous sorte un programme de musculation 5x5 full body, je ne serais qu'à moitié étonné à ce stade. Et voilà que surgit de nulle part Sir Robin Wrestling, qui s'exprime comme s'il était le pur instrument de la volonté du guerrier, l'une des 7 expressions du dieu unique de la religion des 7. Plus loin, on pourra d'ailleurs s'amuser à tenter d'identifier les candidats pour incarner les 7 parmi les personnages de la série. Tout ce passage à l'entraînement de l'œuf est exquis et pourtant c'est un ajout par rapport à la nouvelle. Mais quelle est la meilleure version de cette histoire? Le livre, Chronique du Chevalier Errant, ou la série? Pour en avoir le cœur net, profiter d'une expérience plaisante et soutenir la chaîne au passage, je vous invite tout simplement à écouter un excellent conteur vous lire les aventures de Dunk et l'œuf. Et oui, le livre est disponible sur Nextory et en passant par le lien disponible en description et en commentaire épinglé, vous aurez 45 jours d'essai gratuit de cette application qui est la seule à proposer à la fois livre numérique, livre audio, presse et bande dessinée. Plus vous serez nombreux à faire l'essai et plus ça fera de soutien financier pour la chaîne, alors faites-vous plaisir, d'autant que le catalogue est fourni dans les genres fantasy et science-fiction avec des grands auteurs établis et des succès plus récents. Ayant lu ces nouvelles il y a plusieurs années, j'en ai profité pour les redécouvrir via la version livre audio et l'expérience est tout simplement délicieuse grâce à la voix de Bernard Métro qui officiait déjà sur le trône de fer. Pour revenir à la série, si ce passage en particulier est un ajout, le personnage de Robin Wrestling existe bel et bien, et en effet, il est borgne depuis qu'un éclat de lance l'a frappé à l'œil gauche en plein tournoi, ce qui ne l'empêche pas de continuer à jouter, comme nous le verrons sans doute dans les prochains épisodes. Lorsque l'œuf retrouve Dunk, on devine facilement que ce dernier reproduit d'abord le comportement qu'avait Harlan avec lui, par habitude et mimétisme, mais sa nature reprend vite le dessus et il revient sur sa menace de frapper l'enfant, préférant lui enseigner la couture, qui ne fait clairement pas partie de la panoplie des enseignements suivis par un garçon de son milieu. Parce que oui, bon, vous avez vu l'épisode, on est d'accord. Il n'aura fallu attendre que la moitié de cette courte saison de 6 épisodes pour avoir une grande révélation cette semaine. Les indices étaient énormes, mais je me demande combien d'entre vous ont été véritablement surpris. La chanson contre les feux noirs n'a rien d'étonnant dans la bouche d'un prince targaryen, même s'il s'agit d'un 4e fils de 4e fils. On remarque que la structure de la chanson de l'œuf reprend celle de Miss Lucy ou encore Miss Suzy à The Streamboat. Et ces chansons, parfois utilisées pour rythmer la corde à sauter, jouent sur le passage d'un vers à l'autre pour placer des mots grossiers et grivois, sans vraiment le faire directement. Cette nouvelle référence à la rébellion Feu Noir s'inscrit dans une thématique secondaire de l'épisode, après la nature de la chevalerie, à savoir la haine qui couve contre les Targaryens. On retrouvera bien sûr ces deux thématiques mêlées avec l'entrée en lice du prince Aerion qui démontrera qu'être chevalier ne prémunit pas des bassesses et qu'une étincelle peut rapidement pousser une foule à exprimer son rejet de certains comportements.
Si on peut faire un reproche à la série, c'est de n'avoir pas encore expliqué correctement le déroulement du tournoi. Heureusement pour Dunk, Luff sait qu'il n'a pas le statut ni la renommée pour défier dès le premier jour les champions établis lors de la première soirée de joutes. Mais alors, comment fonctionne le tournoi ? Eh bien, comme vu lors des joutes nocturnes, on a d'abord eu une opposition de 5 contre 5 pour déterminer qui sont les 5 premiers champions de l'arène de gloire et de beauté du tournoi. Par la suite, chaque chevalier challenger doit choisir un adversaire en défiant un des 5 champions en lice pour tenter de prendre sa place. Des règles de coutume veulent toutefois que ce premier jour de défi soit réservé aux bien-nés et aux jouteurs émérites. La première joute montrée dans l'épisode correspond ainsi au défi que Sir Humphrey des Essaims a lancé à Sir Humphrey Harding. En effet, Harding, à l'écu losangé de blanc et de rouge, faisait partie des gagnants de la joute nocturne. Sir Humphrey des Essaims est le beau-frère de Sir Humphrey Harding, ce que la série ne précise pas et du coup modifiera peut-être, et leur affrontement entreaperçu dans la série fait partie des plus appréciés du public dans le livre, la nouvelle si vous préférez, car il brise 12 lances avant que Harding ne l'emporte et devienne l'un des favoris du tournoi, à tel point que leur affrontement sera connu sous le nom du duel des Humphrey. Avant cela, on apprécie le déjeuner de champion que Dunk prépare pour Luff et lui, et la scène qui le voit mimer une oie qui pond des œufs, tandis que la jolie Tansel approche, s'inscrit parfaitement dans l'ambiance de ridicule dans laquelle il a tendance à se mettre en sa présence, sans parler du fait qu'il enchaîne en lui demandant si elle aime les œufs. Avec un œuf dans chaque main, de cette manière, on pourrait sans doute faire un lien avec les Stones, dont Luff lui parle plus tard pour lui demander s'il est étrange que des poils noirs poussent dessus. Là aussi, une double référence, bien sûr, à l'approche de la puberté, mais surtout au fait que Luff a les cheveux argent typiques de certains Targaryens. La proximité entre Ser Duncan et le spectateur des joutes l'inscrit directement comme un homme du peuple, ce qui participe à le rendre sympathique à la majorité du public que nous sommes, et qui, à raison, n'est pas fan des conneries du type supériorité de naissance, noblesse de sang et autres imbécilités du même acabit. La complicité des deux compères est tout simplement jubilatoire alors qu'ils s'imitent mutuellement avant de deviser sur leur avenir idéalisé en observant le tournoi de loin. Il est aussi révélateur que touchant de voir ici Luff se projeter sur un bout de terrain et la main d'une fille de la noblesse. En effet, il a beau être de sang royal, il est très loin dans la ligne de succession. Comme je le soulignais, son père Maekar est déjà le 4e fils du roi d'Aeron II et Aegon est le 4e fils de Maekar. Alors oui, peut-être que le petit lopin de terre s'est exagéré, on pourrait lui confier de plus hautes responsabilités, mais on voit néanmoins l'idée. C'est une réflexion qu'on peut relier à celle sur la postérité au sujet d'une chanson parlant d'exploration de postérieur, mais j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, Dunk n'a pas le temps de confirmer à Luff qu'il restera bel et bien son écuyer s'il parvient à triompher lors de la joute, puisqu'il est interrompu par le maître des jeux. Voilà encore un ajout de la série par rapport à la nouvelle concernée. La proposition est simple, accepter de participer à un combat truqué pour que les Sandregués ne finissent pas ruinés par le coup du tournoi. Pour ce faire, ils ont besoin qu'un chevalier qu'absolument personne ne donnerait vainqueur défie Ser Andros Sandregué, qui est l'aîné de la famille dans la série et le cadet dans la nouvelle. Et ils sont obligés de mettre Ser Duncan dans la confidence puisque c'est le challenger qui choisit lequel des 5 champions il défie. Le pari ne peut fonctionner qu'avec un total inconnu, comme Duncan, et à condition qu'il défie spécifiquement Ser Andros. Et ce type de défi, c'est justement ce qu'on voit ensuite quand Aerion fait mine de défier son cousin Valar, le fils de Baelor, pour ensuite jeter son dévolu sur Ser Humphrey Harding. Il faut souligner ici combien les armures et les armoiries héraldiques ressortent magnifiquement, de la forme variée des boucliers à celle des aumes et même des caparaçons protégeant les montures. La plupart des éléments de costume sont très réussis. Le siège de Makar est vide dans les gradins et on sent bien que Baelor est déjà dans la crainte de ce que son neveu risque de faire. Éviter le contact pour déséquilibrer et agacer son adversaire n'est déjà pas bien glorieux, mais on passe ensuite à de la pure vilainie en visant le cheval. On comprend alors que les exhortations à le tuer, lancées par Luff, visaient à encourager Ser Harding à tuer Aerion, qui se révélera être le frère d'Aegon, alias Egg ou Luff. La réaction de la foule fait astucieusement écho ici à celle du public. On déteste un Targaryen, Aerion, et on risque vite de basculer dans un rejet d'ensemble de leur règne, même si on est alors dans les 70 ans avant la rébellion de Robert Baratheon, celle des Feux Noirs reste vivace dans les mémoires. L'humeur maussade semble ne pas pouvoir passer le seuil de la tente de Lionel Baratheon, tandis que l'orage moqueur entonne une chanson paillarde qui vient à nouveau laisser supposer que le seigneur d'Accalmie pourrait bien avoir certaines préférences. Étonnamment, cette histoire d'Alice à 3 doigts, très vulgaire à n'en pas douter, débouche, si j'ose dire, sur une réflexion profonde relative à la postérité,
à l'espoir et même à la possibilité d'aller au-delà de ce que la vie semble avoir prévu pour vous. L'entrée en matière a beau être discutable, elle ne restera pas dans les annales, le propos ne s'en inscrit pas moins dans la réflexion d'ensemble sur la chevalerie, du moins j'en ai l'impression. Et justement, faisons un petit point sur ce que je vous présentais comme cette fameuse thématique centrale de la série. J'ai l'impression qu'on nous donne divers exemples des qualités et des travers qu'on peut associer à la notion de chevalier à Westeros. Alors attention, tout n'est pas encore parfaitement clair et établi, mais le contraire serait étonnant, en étant qu'à mi-saison, on peut néanmoins tenter de repérer des pistes, quitte à corriger le tir, à l'aune des prochains épisodes. On a pour commencer l'opposition entre honneur et bassesse, qu'on pourrait aussi appeler vilainie ou abjection. La série semble pointer Baelor comme incarnation de l'honneur, tandis qu'Aerion est celui de la bassesse, là où pointe sa lance contre Ser Harding. On a ensuite la noblesse du cœur chez Duncan qu'on peut opposer à une supériorité artificielle issue du sang avec le comportement de Dondarion par exemple qu'il maîtrise en premier épisode et bien d'autres. Puis vient peut-être le véritable courage qu'on pourrait opposer à la prouesse de spectacle et à l'esbrouf. Sans nul doute on a la probité à opposer à la fourberie que vient tenter Ser Duncan avec la proposition de la maison Sandreguet de truquer une joute. Avec la chanson et l'interrogation de l'œuf sur la manière dont on se souvient d'un nom ou d'une personne à l'avenir, et du fait même du destin de Duncan, on peut aussi identifier une opposition entre postérité et vanité. Stéphane Fossavoy semble bien être vaniteux par exemple, et Lionel Baratheon pourrait l'être aussi, tout comme Léo Lépine de la maison Tyrell. La sixième opposition pourrait reposer sur la différence fragile entre le feu du combat nourri par l'indignation et la pure folie guerrière. Duncan s'est toujours contenu, jusqu'à présent du moins, mais il voit rouge lorsqu'il trouve Aerion en train de briser les doigts de Tancel. La folie guerrière de Robin le Borgne est peut-être le dévoiement de cette qualité. Enfin, on aurait le net affrontement entre justice et arbitraire, avec encore une fois Aerion qui incarne cette iniquité, cette loi du plus fort qu'il déchaîne sur Tancel, puis sur Duncan avant que l'œuf n'intervienne. Nos héros sont menacés par les mauvais penchants bien sûr, du moins certains, et doivent tendre vers les valeurs positives de la chevalerie. On peut imaginer que l'œuf n'est pas étranger au calcul quand il vient chercher Duncan lorsque son frère s'en prend à Tancel. Peut-être a-t-il envie de voir son frère souffrir plutôt que de révéler immédiatement sa véritable identité pour sauver la marionnettiste. Pour commenter la rencontre avec la diseuse de Bonaventure d'une manière un tant soit peu intéressante, il faut confronter ses propos à ce qu'on sait de l'avenir des personnages, et ce sera donc pour la partie spoiler livre. Avant d'y arriver, le discours de Raymond Fossavoy sur les Targaryens en ajoute une sacrée couche sur le ressentiment de toute une partie de la population, des 7 couronnes, des 7 royaumes, envers l'envahisseur, y compris, et même à commencer sans doute par certaines familles nobles. Discours autour d'un cidre, bien évidemment, puisque les armoiries Fossavoy représentent une pomme rouge pour rappel. Le parallèle est évident entre ce discours séditieux et la manière dont Aerion va mal prendre la mise en scène de la mort du dragon Urax sous l'épée de Serwyn au bouclier miroir. Sans dragon, les Targaryens ne sont plus invincibles, et cela ne peut être toléré, même si Urax est un dragon de légende qui n'a aucun rapport historique avec la famille régnante. Au passage, le rôt de Raymond s'ajoute au crottin de Tonnerre et à la chanson paillarde comme ajout de la série qui s'amuse d'une certaine grivoiserie et autre humour sous la ceinture. Lorsque Dunk surgit enfin sous la tente des marionnettistes, on peut distinguer la mère sans doute de Tancel au chevet de son père qui gît inconscient au sol, sans doute après avoir tenté de protéger sa fille. La colère de Dunk est alors la nôtre bien sûr, ce qui renforce cette impression d'un véritable héros comme on en a relativement peu dans cet univers, à l'image de Brienne ou de Jon Snow. Cet épisode vient nous rappeler la religion des Sept avec la mention du guerrier par Robin Riesling, l'exalté qui parle de lui à la première personne du pluriel, et on pourrait tenter de distinguer qui pourraient être les Sept dans la série. Le père qui incarne autorité et justice serait sans doute Baelor, la mère symbole de maternité, de miséricorde et de protection, et délicate à identifier, je vous laisse y réfléchir un moment avant d'y revenir. L'aïeul, vieille femme symbole de sagesse, pourrait éventuellement être la diseuse de Bonaventure, mais aussi pourquoi pas l'œuf, qui semble être dispensateur de sagesse à sa manière. Le guerrier ne manque pas de candidats représentants, bien sûr, mais laissons-le pour l'instant à Robin, qui l'a invoqué le premier. Quant au Ferrand, patron de l'artisanat, mais aussi protecteur du petit peuple, il pourrait être Crâne d'Acier le forgeron, si on va au choix le plus évident. La jouvencelle est sans nul doute Tancel, même si Sandreguet voudrait sans doute y voir sa fille. Quant à l'étranger, qui préside à la mort, à l'étranger, à l'inconnu, on pourrait en partie le voir dans l'œuf, mais aussi chez la diseuse de Bonaventure, qui se partage donc les deux aspects de l'étranger et de l'aïeul. Bon, et la mère dans tout ça? Eh bien la mère c'est Dunk évidemment, c'est lui le protecteur, celui qui fait preuve de pitié, de miséricorde, mais bientôt il devra embrasser d'autres aspects des Sept, comme il l'a fait avec le guerrier en cette fin d'épisode 3. Maintenant que nous savons tous que l'œuf est Aegon, c'est aussi le moment de rappeler qu'on a vu son frère Aemon dans la série Game of Thrones. Le vieux maître qui officiait au mur, membre de la garde de nuit, c'est bien lui le troisième fils de Maekar,
et c'est lui qui a donné à l'œuf son surnom. Il parle même à l'œuf sur son lit de mort en disant avoir rêvé qu'il était vieux, un moment très touchant. La bonne nouvelle, c'est que le 4e épisode sortira dès vendredi, car lundi ce sera Super Bowl, avec des tas de bandes annonces de la mort qui tue, et notamment sans doute celle de d'Avengers Doomsday, dont je vous parlerai sans doute en vidéo. Avant d'en venir au spoiler livre, je vous rappelle que les chroniques du Chevalier Errant sont disponibles en livre audio sur Nextory, avec pour vous 45 jours gratuits d'essai, en passant par le lien en description et en commentaire épinglé. Donc nous voilà dans la partie spoiler livre avec carrément ce qu'on sait de la fin des deux personnages, donc considérez-vous comme prévenus. Pour commencer, Dunk plus riche qu'un Lannister, voilà qui pourrait faire référence au fait qu'il aura plus de pages dans le livre de la garde royale que Jaime Lannister, à moins, plus probablement, que ce ne soit qu'un faux augure du type que la diseuse de bonne aventure sert à qui veut l'entendre pour espérer un pourboire. Du côté de l'œuf, maintenant ça se corse, avec tu seras roi et tu mourras dans le feu brûlant, des vers se nourriront de tes cendres, et tous ceux qui te connaissent se réjouiront de ton trépas, plus ou moins, j'ai traduit moi-même de la VO. Alors évidemment, c'est une référence à la tragédie de l'Estival, le palais de villégiature des Targaryens, en 259, soit 50 ans après les événements de cette première saison, sachant aussi que l'Estival, c'est le lieu de naissance de l'œuf. Et donc Aegon va bel et bien devenir roi Aegon V, comme vous le savez déjà, puisque vous êtes ici, mais il aurait un peu perdu la tête vers la fin et tenté de faire appel à la magie pour faire éclore les œufs de dragon. On voit déjà la fascination d'Aegon pour le feu dans sa question à Tansel en épisode 2. Un rituel dont on ne sait rien ou presque, sinon qu'il aurait inclus l'usage de feu grégeois. L'Assemblée devait fêter la naissance de son petit-fils, Rhaegar Targaryen, dont on sait l'importance de sa descendance. Quant au fait qu'on se réjouisse de sa mort, il n'était guère populaire chez les nobles, du fait de ses nombreux efforts de réforme en faveur du peuple. Le passage sur les vers qui se nourrissent de ses cendres pourrait laisser entendre que l'action d'Aegon aurait indirectement participé au véritable retour des dragons avec Daenerys, dont il est l'arrière-grand-père, mais c'est un point ouvert à interprétation. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en voix off qui donne plus de boulot en plus à mon monteur, donc merci à lui. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, sachant que je reviendrai face caméra si tout va bien. Salut!